Bonjour, on revient aujourd'hui sur un événement météo assez dramatique qui s'est passé au zoo de la Barbenne près de Marseille. C'était ce mardi 14 mai. Oui, la foudre qui a frappé en plein zoo, blessant plusieurs visiteurs, et des enfants parmi eux. C'est ça qui est terrible. Exactement. Alors pour cette analyse, on s'est basé sur plusieurs sources, des articles de presse, Police et Réalité, actu.fr, Mhm. des infos sur le zoo lui-même, un document technique assez intéressant sur la protection contre la foudre dans ce type de parc, Ah oui, et puis un article de Québec Science sur les effets de la foudre sur le corps humain. d'accord, très complet. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé là-bas, les risques spécifiques liés à la foudre dans ces lieux ouverts comme les zoos. Oui, Et puis la science derrière tout ça, les conséquences pour les personnes touchées. Bon, on décortique ça. allons-y. Alors, les faits. Un violent orage, on l'a dit, et plusieurs impacts de foudre dans le zoo. Le premier bilan, assez lourd. Oui, on parlait de 13 personnes en urgence absolue au début, dont 4 enfants et 2 en urgence relative. Ça fait du monde. Énormément. Plus de 40 pompiers, le SAMU mobilisé, le zoo a dû être évacué, bien sûr. Ce qui est frappant ici, c'est la vulnérabilité de ces lieux, hein. Les zoos, les parcs d'attractions. C'est ça. Ce sont de grands espaces ouverts, souvent avec des structures métalliques en hauteur, et puis beaucoup de monde. C'est un cocktail un peu risqué. Et les documents techniques, qu'est-ce qu'ils disent sur la protection? C'est juste des paratonnerres classiques? Alors non, pas seulement. Enfin, il y a les paratonnerres, bien sûr, mais aussi des systèmes plus avancés, comme des paratonnerres à dispositif d'amorçage. Ah oui, j'ai vu ça, le DAT contrôleur. Exactement. Ça couvre des zones plus larges. Et puis, il y a toute la protection contre les surtensions pour les équipements électriques, électroniques. C'est crucial aussi. D'accord. Et la détection, il y a des systèmes pour prévenir, comme ce ATS Storm mentionné. Ça marche vraiment. Alors oui, ces systèmes peuvent détecter l'approche d'un orage, plusieurs dizaines de minutes à l'avance, ce qui est en théorie suffisant. En théorie, Ben oui, parce que le vrai défi, et c'est là que ça devient complexe, c'est d'agir efficacement pendant ce laps de temps, surtout avec une foule. mettre tout le monde à l'abri, arrêter les attractions peut-être. Voilà. Ça demande une organisation impeccable. On voit sur le plan de la Barbenne qu'il y a des points de rassemblement, un poste de secours, même un numéro d'urgence dédié. Mhm. Mais est-ce que tout ça peut être activé assez vite quand la foudre tombe soudainement? C'est la vraie question. Passons à l'impact sur les personnes. L'article de Québec Science, là, il est assez saisissant. Il dit que 90% des gens touchés par la foudre survivent. On les appelle les fulgurés. Oui, c'est un chiffre étonnant. Mais attention, survivre ne signifie pas s'en sortir indemne. Loin de là. C'est ça. Le risque immédiat, on le connaît. Arrêt cardio-respiratoire, perte de connaissance, brûlure. Classique, malheureusement. Mais ce sont les conséquences à long terme qui sont souvent sous-estimées et parfois invisibles au début. Et c'est là que ça devient vraiment perturbant. L'article parle de fatigue chronique, de douleurs persistantes, de maux de tête, de problèmes de concentration. Hmm, Et psychologiquement, c'est lourd. Une étude cite 57% de dépression majeure chez les fulguriens et 25% de stress post-traumatique. c'est énorme. Sans parler de ces marques étranges sur la peau, ces dessins de fougères et l'histoire de ce Guillaume Larouche qui a juste senti le courant le traverser. Ça montre le choc, même sans blessure grave visible tout de suite. Et le plus fou, c'est que certains symptômes peuvent apparaître des mois, voire jusqu'à 2 ans après l'incident. 2 ans. Mais comment c'est possible? C'est quoi la science derrière? En fait, la foudre, c'est une décharge électrique absolument colossale. On parle de millions de volts, de dizaines de milliers d'ampères, une chaleur de 30 000 degrés. C'est inimaginable. Mais pendant une fraction de seconde seulement, ça suffit à perturber complètement les systèmes électriques de notre corps. Les nerfs, le cœur, le cerveau, tout ça fonctionne à l'électricité. D'accord, je vois. La gravité des dégâts dépend de plein de facteurs. Où la foudre frappe, comment le courant passe dans le corps. Et la recherche explore même des pistes un peu folles, comme des nanoparticules qui seraient laissées par l'éclair dans le corps. Des nanoparticules? Sérieusement, ça pourrait expliquer les effets à long terme. C'est une hypothèse pour expliquer certains effets différés, oui. La recherche avance là-dessus. Fascinant et effrayant à la fois. Alors concrètement, face à ça, que disent les sources sur la sécurité? Les bons gestes? Le conseil numéro 1, s'abriter. Dans un bâtiment fermé ou dans une voiture. C'est le plus sûr. Et si on est dehors, coincé? Alors, il faut s'éloigner le plus possible des arbres isolés, de l'eau, des objets métalliques. Et la position de sécurité, c'est de s'accroupir pieds joints pour minimiser le contact avec le sol. D'accord. Et un point important souvent oublié, la foudre peut frapper loin de la pluie, jusqu'à 16 km,
Donc il faut vraiment attendre au moins 30 minutes après le dernier coup de tonnerre avant de ressortir. 30 minutes, c'est bon à savoir. Et pour les personnes touchées, même légèrement en apparence, Consultation médicale indispensable. Et un suivi. Vu que les symptômes peuvent être retardés ou cachés, comme on l'a dit, il faut vraiment être vigilant et ne pas hésiter à chercher une aide médicale et même psychologique. très clair. Donc pour résumer un peu tout ça, cet incident à la Barben, c'est un rappel brutal des risques liés aux orages, surtout dans ces grands lieux ouverts au public. Tout à fait. Ça souligne l'importance capitale des systèmes de protection, des plans d'urgence. Mais ça révèle aussi toute la complexité de l'impact de la foudre sur l'être humain. Oui, cette espèce de paradoxe entre la survie, la résilience, et en même temps, ces séquelles profondes, durables et parfois invisibles qui peuvent rester. Exactement. Et ça pose une question plus large, je trouve. Comment on arrive à équilibrer notre envie de profiter de ces espaces, comme les eaux, et la nécessité de gérer ces risques naturels qui sont par définition imprévisibles? Mm. Au-delà de la technologie, est-ce que la préparation des équipes, la communication en pleine crise, savoir qui appeler, comme ce numéro d'urgence du parc, où aller, est-ce que tout ça est vraiment suffisant face au chaos d'un coup de foudre et surtout face à ses conséquences qui peuvent être cachées, différées chez les survivants? C'est une excellente question pour finir. Ça laisse matière à réflexion sur la préparation et le suivi post-événement.